Décembre 2004. Alors que c'est l'hiver en Europe et aux États-Unis, la Thaïlande, quant à elle, en décembre, n'est autre qu'un petit bout de paradis sur terre. Ceci grâce à son ciel bleu, le sable, les vagues, le soleil, la mer, les touristes. Et c'est vraiment la destination de rêve pour toute personne souhaitant échapper à la froideur de l'hiver. Raison pour laquelle pendant cette période, un très grand nombre de touristes européens et américains se réfugient très souvent en Thaïlande, profitant ainsi de la chaleur douce de l'été, mais aussi des plaisirs locaux. Les touristes adorent aussi profiter de la vue, avoir de beaux paysages sous les yeux. C'est la principale raison pour laquelle ils adorent souvent louer des chambres d'hôtel à proximité de la mer, histoire d'avoir une vue panoramique, une vue exclusive sur celle-ci. Et ceux qui se considèrent comme malchanceux, généralement des retardataires, prennent souvent des chambres d'hôtel qui sont un peu plus éloignées de la côte et parfois même sur les flancs des montagnes. Si vous étiez acteur ou alors simple figurant de mon récit d'aujourd'hui, sachez que c'est peut-être la meilleure des choses qui vous serait arrivée. Tout simplement de prendre une chambre d'hôtel assez loin de la plage. Pendant que les touristes présents sur l'île de Phuket en Thaïlande vivent ce qui s'apparente à leur best life, ça surfe sur des vagues, ça déguste des spécialités locales, ça construit des châteaux de sable, ça fait des rencontres, ça fait des photos, sans oublier que c'est la fête de Noël, alors on se fait des cadeaux, on passe du temps en famille. Bref, vous commencez à comprendre, l'ambiance est bonne. Mais à environ 500 km de là, dans la mer, l'une des plus grosses catastrophes naturelles de l'histoire de l'humanité se prépare dans un silence terrifiant. Une toute nouvelle page de l'histoire sera écrite ce 26 décembre 2004. Croyez-moi, c'est un chapitre assez dramatique qui commence puisqu'il explique comment est-ce que l'une des îles les plus paradisiaques de toute la surface de la Terre est devenue en quelques minutes la tombe d'environ 230 000 personnes comme vous et moi. Et bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas le petit like et aussi de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous aimeriez évoluer avec nous. Si au mois de décembre, la Thaïlande fait office de paradis, alors les îles de Koh Phi Phi et Phuket font office de jardin d'Éden. Ce sont des bouts de terre paradisiaques qui abritent des villages, des hôtels, des boutiques. En décembre 2024, l'île de Phuket par exemple accueille plus de 5000 touristes. Malgré le fait qu'on soit sur une île avec un climat plutôt tropicale, l'ambiance quant à elle reste tout de même celle de la fête de Noël, que ce soit par la décoration de l'île ou alors le personnel des hôtels qui s'habille en fonction des thèmes de la fête. Parlant des hôtels, les lieux sont paisibles, très chics et surtout luxueux. Entre les touristes, ça fait la fête H24, ça boit du champagne et ça envoie très souvent des lanternes dans le ciel. Bref, le matin du 26 décembre en Thaïlande, c'est toujours le Pink Paradise. Pourtant, de l'autre côté de la mer, le drame a déjà commencé. Le drame commence en Indonésie, sur l'île de Sumatra, à 7h58, la terre se met à trembler. Ce tremblement de terre sera enregistré comme étant le troisième séisme le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité, avec une magnitude de 9,2 sur l'échelle ouverte de Richter. Et son épicentre se trouve au large de la ville. À 500 km de là, subsiste un combat depuis 4 siècles entre la plaque tectonique asiatique et la plaque tectonique indienne. C'est donc le frottement et le glissement de ces deux plaques qui est à l'origine du tremblement de terre. Et quand le séisme finit par s'arrêter après près de 3 minutes, une bonne partie de la ville est déjà détruite. Mais malgré les dégâts, les habitants sont quand même soulagés que cela soit passé. Certains des habitants vont prier, certains vont immédiatement célébrer le fait qu'un séisme aussi violent n'ait pas fait énormément de victimes. Personne ne panique réellement et tout le monde pense que le pire est passé. Mais c'est que le début. Parce que le glissement de plaques a non seulement provoqué un séisme, mais a également libéré une onde de choc qui à son tour a réveillé un monstre encore plus impitoyable que le séisme lui-même. C'est un tsunami. Après le séisme, c'est maintenant le tour d'une vague de 20 mètres de hauteur qui déferlera sur la côte indonésienne, sur l'île de Sumatra. La vague emportera absolument tout sur son passage. Les plus rapides ont pu se réfugier sur les toits, d'autres encore ont eu la chance de pouvoir se déplacer sur les milliers de débris regroupés en amas qui émergeaient de l'eau et ont réussi à se mettre à l'abri. Et quant à ceux-là qui étaient prisonniers de la vague et qui ne pouvaient pas se mettre à l'abri, ils demandaient désespérément de l'aide sans que personne ne puisse les aider. Et non pas par manque de volonté, mais tout simplement parce que personne ne pouvait vraiment le faire. Personne n'était préparé à une telle situation. Une rescapée dira, je cite, « Lorsque ça vous arrive, c'est là que vous vous rendez compte que c'est le chaos autour de vous. Partout autour de vous, vous entendez des cris. Des gens crient au secours, en toutes les langues. Mais vous ne pouvez pas les aider. Sinon, c'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez être emporté par le torrent, par le courant de l'eau.
Seulement 20 minutes après que la première vague se soit calmée, la deuxième vague fait son entrée. Elle est certes beaucoup moins grande, mais elle parvient quand même à entrer jusqu'à 5 km à l'intérieur de la ville. Cette deuxième vague faisait environ 1 mètre de haut, mais sa puissance était tout aussi dévastatrice. En quelques minutes seulement, la ville de Banatché est presque totalement détruite et on enregistre un bilan assez lourd d'environ 100 000 décès. La ville est à moitié immergée sous les eaux. Des photos satellites prises avant et après l'événement en témoignent. Après l'Indonésie, le violent raz-de-marée se dirige maintenant vers la Thaïlande et le Sri Lanka. Et ces deux pays qui sont les prochaines victimes ne savent absolument rien de tout ce qui vient de se passer en Indonésie. Car à cette époque, il n'existait pas de centre d'alerte au tsunami dans l'océan Indien. Petite parenthèse avant de continuer, un centre d'alerte au tsunami a plusieurs rôles. Il permet de suivre les activités sismiques et les conditions océaniques dans le seul but de détecter des événements potentiellement générateurs de tsunami. Le centre va tout simplement recueillir et analyser des données océaniques, puis en cas de fluctuations graves ou alors en cas de menace, le centre émet des alertes aux autorités et au public en fonction des informations sur l'intensité et la zone affectée. Ceci permettra notamment aux autorités et à la population de prendre des précautions de sécurité nécessaires pour ne pas subir l'événement de plein fouet. Cette action vise à minimiser les pertes humaines et matérielles en cas de tsunami. Voilà, c'était juste une parenthèse. La Thaïlande et le Sri Lanka ont encore à peu près 2 heures de temps avant de subir les mêmes événements que l'Indonésie. Pourtant, dans l'un des pays comme dans l'autre, absolument personne n'a l'air inquiet. Et pour cause, il n'y a pas eu de séisme dans ces deux pays, contrairement aux îles indonésiennes. Le 26 décembre 2004 en Thaïlande, plus précisément à 9 h du matin, personne ne prête vraiment attention à l'étrange phénomène qui est en train de se produire sur la plage. La mer semble se retirer. On dirait que la mer recule de plusieurs centaines de mètres. Pendant ce temps, les vacanciers et les Thaïlandais d'origine en profitent plutôt pour ramasser les poissons coincés dans les trous d'eau. À l'époque, personne ne s'en doute forcément, mais sachez dès aujourd'hui que lorsque la mer se retire rapidement, ce n'est pas une marée basse, c'est juste un signe avant-coureur d'un tsunami qui se prépare. 30 minutes après cet événement, l'eau revient, enfin, sous forme de vagues géantes. Vous l'aurez compris, c'est un tsunami. Il emporte presque tout sur son passage et il rase totalement l'île de Phuket. Au bout de 5 minutes, la mer se calme. Les touristes sont encore sous le choc. Chacun essaie de retrouver rapidement son enfant, son mari, sa femme, ses proches. Mais comme en Indonésie, une deuxième vague surprend tout le monde. Chacun s'agrippe comme il peut. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du désastre, des personnes ayant réussi à se mettre à l'abri à 10 mètres d'altitude sur le balcon d'une maison disent que malgré cette hauteur, ils ont quand même eu les pieds dans l'eau pendant un bon moment. Pire encore, dans cette situation de tsunami, le danger ne vient pas seulement du courant de l'eau, mais aussi des débris tels que des tôles, des chaises, des machines à laver, des frigidaires, des meubles de maison, des bouteilles de gaz et bien d'autres. Avec bien sûr le courant de l'eau, tous ces objets quotidiens deviennent des armes pouvant infliger des blessures graves et la plupart du temps mortelles. Le meilleur moyen de se réfugier en Indonésie, c'était donc de monter sur le toit d'une maison pouvant faire plus de 10 mètres de hauteur, comme la plupart des gens le faisaient d'ailleurs. Mais en réalité, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi espérer que le bâtiment en question soit assez solide pour ne pas s'effondrer sous l'effet du torrent. La deuxième vague étant passée, maintenant, tout le monde ne redoute que l'émergence d'une troisième vague. Les uns et les autres préfèrent donc rester sur les toits des maisons. Mais le problème, c'est qu'il fait pratiquement plus de 40 degrés et les tuiles sont de plus en plus brûlantes. Alors certains auront malgré tout le courage de descendre, d'aller chercher des serviettes dans les chambres des hôtels, puis de remonter sur les toits pour se mettre à l'abri. L'île qui était autrefois paradisiaque n'a désormais qu'un visage et un aspect assez cauchemardesque. Et même si les dégâts sont relativement importants, l'île de Phuket a tout de moins été épargnée, car son relief montagneux a protégé la population. Bref, les montagnes ont empêché la vague de se propager et de faire beaucoup plus de dégâts. En fin de compte, c'est un peu comme la deuxième bombe atomique de Nagasaki, qui, bien qu'étant la plus puissante des deux bombes lâchées en 1945, fera le moins de victimes. Car la ville de Nagasaki était entourée par des montagnes ayant empêché
la propagation rapide de l'onde de choc. J'en parle dans cette vidéo juste ici. Après l'île de Phuket, le tsunami va maintenant raser l'île de Koh Phi Phi. C'est une île extrêmement boisée, composée en grande partie de forêts. Donc on entend généralement des chants d'oiseaux, des bruits d'animaux, c'est la nature. Les habitants et les touristes sont donc habitués à cette vie en pleine nature, presque sauvage. Mais étrangement, ce 26 décembre 2004, très peu de personnes remarqueront que la nature a changé. La nature est extrêmement calme ce matin-là. Pas de bruit d'oiseaux, pas de bruit d'animaux. Un peu comme le calme avant la tempête. Les animaux, quant à eux, avaient déjà senti le danger. Et à une certaine heure, plus précisément vers 9 h du matin, les éléphants qui servent souvent à balader les touristes commencent vraiment à s'affoler. Selon leurs dresseurs, les éléphants pleuraient sans que personne ne comprenne exactement pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. Après un certain temps, ils vont tout simplement casser leur chaîne et se diriger vers le haut de la colline. Et personne ne s'inquiète plus que ça, à part peut-être un dresseur d'éléphants qui va les suivre pour éviter de perdre les bêtes. Bref, sur l'île de Koh Phi Phi, tout est calme, à part peut-être ces animaux qui ne parlaient malheureusement pas notre langue pour pouvoir prévenir les humains du danger qu'ils couraient en restant là. L'heure fatidique arriva. Le niveau de la mer semble diminuer progressivement à vue d'œil, comme si la mer reculait, comme si la mer se retirait. Vous savez déjà, ou du moins vous avez une idée de ce qui va se produire, mais à l'époque, absolument personne ne se doute de rien. Aux environs de 10 h 20, l'eau revient sous forme de vagues géantes, sous forme de tsunami et déferle immédiatement sur l'île. Des gens crient dans des maisons et ceux qui sont à l'extérieur sont tout simplement dans un état encore plus pitoyable. Imaginez-vous un peu dans cette situation à Koh Phi Phi. Autour de vous, c'est le chaos et c'est là que vous comprenez peut-être que vous pouvez y passer à n'importe quel moment. Certains se réfugient sur les toits des maisons et d'autres sur la montagne. Et tout en haut de la montagne, les touristes continuent d'enregistrer les images que vous voyez actuellement sur votre écran. Certains de ces touristes s'étaient rendus à la montagne par hasard, juste en suivant des animaux. D'autres encore s'y étaient rendus juste parce qu'ils voulaient observer la nature. D'autres s'y étaient rendus à la base juste pour faire des simples photos du paysage. Et bien évidemment, la dernière vague s'y est rendue juste pour échapper au tsunami. Après la première vague, pendant que les touristes étaient encore en état de choc et essayaient de comprendre tant bien que mal ce qui était en train de se passer, une deuxième vague les surprend. Cette deuxième vague était beaucoup plus meurtrière que la première, car elle venait du sud de l'île, alors que tout le monde suivait plutôt le nord, d'où était venue la première vague. Cette dernière vague ne fera qu'éteindre les derniers suivants qui étaient restés coincés. Il n'est que 10 h du matin et la journée promet d'être longue. Le paradis des touristes venait une fois de plus de se métamorphoser en enfer. La dernière vague va ensuite frapper la côte de Koh Lak et c'est ici qu'elle fera le plus de victimes. À Koh Lak, il fait également très beau, les familles s'amusent sur la plage et personne, absolument personne ne se doute de ce qui va se passer. Ici, la mer s'est retirée sur plus de 900 mètres, contrairement à la côte d'Indonésie où elle s'était retirée sur seulement 100 mètres. La plupart des touristes sont plutôt ébahis par ce phénomène de mer qui s'en va. Aux environs de 10 h 30, la vague se pointe au loin, mais les touristes ne savent pas ce qui leur attend, alors ils ne paniquent pas, du moins pour la plupart. Dans ce cas précis, les touristes restent subjugués devant ce phénomène étrange. D'autres par contre sont même admiratifs. Très peu de personnes auront le réflexe de prendre la fuite à temps, tandis que d'autres continuent tout simplement de contempler la vague se rapprocher dangereusement et de plus en plus vite, un peu comme s'ils étaient envoûtés ou alors sous hypnose. La vague détruit même des bateaux sous leurs yeux, mais très peu prennent conscience que la mort était en train de foncer vers eux à toute vitesse. Le scénario sera le même que sur les autres îles, sauf que cette fois-ci, il est bien pire. Toute la côte est ravagée et absolument aucun hôtel n'a été épargné. Les réfugiés qui sont des touristes, n'ayant désormais nulle part où aller, sont obligés d'improviser un camp dans l'une des collines de l'île et les blessés y sont amenés pour y être soignés. En Indonésie, en Thaïlande et au Sri Lanka, en quelques minutes seulement, des villes, des villages et des côtes ont disparu. Les paysages de rêve sont devenus des champs de ruines. Dans tous les cas, le scénario reste le même et très douloureux. Tout le monde essaie de retrouver proches, familles, enfants disparus. Que de la désolation et de l'amertume au milieu des champs de ruines, tandis que les uns pleurent la disparition ou alors le décès d'un être cher. D'autres sont soulagés de retrouver enfants, familles et amis encore en vie. C'est en quelque sorte une victoire inespérée pour eux. Partagés entre la douleur et la joie, chacun réalise plus ou moins la chance que il ou elle a d'être encore là parmi les vivants. Car les tsunamis auraient fait des centaines de milliers de morts et autant de blessés.
Pendant les premières heures, les rescapés des tsunamis n'ont pas vraiment reçu d'aide, car il n'y avait pas vraiment d'équipe de secouristes sur l'île. Alors les rescapés essaient tant bien que mal de s'entraider, de se prodiguer les soins en fonction de ce qu'ils trouvent dans des pharmacies ou des vieilles pharmacies détruites par le tsunami. Les restaurants, les hôtels, du moins ce qu'il en reste sont transformés en hôpitaux. Les pompiers, les ambulanciers ainsi que les vétérinaires s'improvisent automatiquement médecins pour venir en aide aux personnes blessées. Alors que les rumeurs d'une troisième vague ne cessent de se répandre, presque tout le monde essaie de trouver refuge dans les montagnes. Mais quelques courageux, quelques héros décident de rester pour aider les survivants qui étaient encore en danger. Les blessés les plus graves seront plus tard évacués par les airs, tandis que les autres seront soignés sur place dans les dispensaires à ciel ouvert. Et pour ceux qui ont décidé de passer la nuit sur la montagne, ils dormiront non seulement à l'air libre, mais ils sont également obligés de se battre avec les serpents et les insectes toute la nuit. 2 personnes mourront la nuit par morsure de serpent. Le 27 décembre 2004, au petit matin, les rescapés quittent le refuge et essaient de s'enfuir le plus vite possible. Et sur leur chemin, ils peuvent compter les cadavres par centaines. L'air est toujours un peu humide, avec une odeur qu'ils n'oublieront jamais. C'est l'odeur de la mort, de la souffrance, du chaos, de la destruction. C'est l'odeur de l'enfer. Mais c'est aussi l'odeur des milliers de cadavres qui se décomposent sous l'effet de la chaleur écrasante. Et si vous étiez touriste sur cette île, je suis sûr que la première idée qui vous serait venue à l'esprit serait tout simplement celle de quitter immédiatement cet endroit. Mais là encore réside un tout autre problème, car le débarcadère est pris d'assaut par les rescapés. Tous les navires qui se rendent sur l'île sont extrêmement petits et ne peuvent emporter avec eux qu'environ une cinquantaine de personnes ou alors une centaine sur plus de 5000 rescapés. À la fin de la catastrophe, on dénombre des centaines de milliers de cadavres, la plupart en maillot de bain et n'ayant pas leurs papiers sur eux, donc impossible à identifier. Pendant que les rescapés placardent les photos de leurs proches ayant disparu, les autorités, quant à eux, placardent les milliers de photos de cadavres reconnaissables afin de les identifier. Les ambassades sont débordées, il faut non seulement gérer leur évacuation, mais aussi rapatrier les survivants. Et parmi les survivants, certains ont réussi à rebondir, tandis que d'autres n'ont jamais réussi à se relever. D'autres encore ont gardé un sentiment de culpabilité tout au long de leur vie. Certains considèrent même le lieu du drame comme sacré, comme le paradis des morts, tandis que d'autres y retournent chaque année. Ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, liés à cet endroit où leur vie aurait pu définitivement prendre fin. Depuis l'année 2004, pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, un centre d'alerte tsunami a été créé dans l'océan Indien. Au total, tous les tsunamis auraient fait 230 000 décès, sans pour autant compter les blessés. Voilà, vous savez tout de la plus grosse catastrophe naturelle du siècle, 230 000 victimes. Mais ce bilan est encore négligeable par rapport à celui que pourrait engendrer la science lorsqu'elle est utilisée à but destructif. Les bombes atomiques larguées à Hiroshima et Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale auraient toutes les deux fait plus de 300 000 victimes. Et je vous en parle dans cette vidéo juste ici. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas le petit like et aussi de vous abonner pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous également vos avis en commentaire. Quelles sont vos impressions par rapport à cette histoire? Dites-le nous en commentaire. Et si vous n'avez rien à dire, écrivez tout simplement tsunami. En ce qui me concerne, je vous dis au revoir et à très bientôt.